Bonjour, bienvenue au LEC, une présentation sur les six clés d'une collaboration digitale réussie, présentée par le groupe ILEM et moi-même, donc Michel Bagnol, directeur de Inext Consulting, qui est une entreprise du groupe ILEM. On est spécialisé sur les solutions collaboratives et le développement logiciel. Nous sommes aussi Gold Partner Microsoft. Bienvenue à la présentation. Donc Inext Consulting, c'est une entreprise à taille humaine qui est dans la région de Genève, spécialisée, comme je l'ai dit, sur les solutions collaboratives et le développement logiciel. Nous avons un ensemble de clients dans environ tous les secteurs d'activité, qu'ils soient santé, finance, organisation internationale ou étatique, mais aussi l'industrie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous allons créer des solutions de collaboration digitale. Donc la création de solutions de collaboration digitale, tout d'abord, c'est trois acteurs qui sont bien distincts. Les premiers sont les usagers. Les usagers sont finalement des personnes qui sont externes à votre entreprise, comme par exemple vos clients, ou autrement externes à votre service, par exemple des gens d'un autre service qui utiliseraient vos systèmes et vos services. Les utilisateurs, eux, quant à eux, sont internes à votre organisation. C'est finalement vos collaborateurs. Et le dernier acteur sont les systèmes, les logiciels et les automations que l'on va mettre en place pour justement une collaboration digitale. Actuellement, vous devrez retrouver dans votre entreprise, à mon avis, de nombreux outils généralistes. Par exemple, là, j'ai pris quelques icônes des solutions Microsoft où on a tous l'habitude de retrouver Outlook, Teams, SharePoint, OneNote ou OneDrive. Tout ceci sont des outils généralistes qui permettent la collaboration. En plus de tout cela, vous avez évidemment un ensemble d'applications métiers. Donc, par exemple, vos ERP, CRM et outils de projet. Malheureusement, trop d'outils déployés et en fait un manque de réflexion en amont, un manque d'assistance aux utilisateurs engendre des problèmes courants que nous retrouvons chez nombreux de nos clients qui viennent nous voir justement pour résoudre ces problèmes. Les problèmes courants sont la perte d'informations. Les utilisateurs ne savent plus dans quel outil ils ont mis quelle information. Aussi la duplication d'informations. Comment retrouver où est le document original? Où est la source de l'information? Et de manière générale, une mauvaise utilisation. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils sont perdus. Entre l'ensemble des outils de collaboration digitale qui sont mis en place, finalement, les utilisateurs ne savent plus s'y retrouver. C'est pourquoi, avec notre expérience, nous vous offrons aujourd'hui les 6 clés que nous avons mis en place pour pouvoir réussir la mise en place de solutions de collaboration digitale. Vous avez compris, les challenges sont finalement trop d'outils et des utilisateurs perdus. La solution idéale que tout le monde recherche, c'est finalement une synergie entre, d'une part, les employés et d'autre part, les systèmes. Une synergie qui permet de réaliser les processus de l'entreprise. C'est cela qu'on va s'attacher à faire. Le résultat souhaité, il est évident, il est pour tout le monde la même chose. C'est-à-dire qu'on cherche la productivité de nos collaborateurs, des systèmes qui sont simples à la fois à utiliser ou à maintenir, et finalement pour un rendu d'une qualité de service qui est augmentée. Les 6 clés que nous allons revoir donc aujourd'hui sont catégorisées en 2 groupes. Les 3 premières sont des clés qui permettent un bon design d'une collaboration digitale. Premièrement, les cadrer avec une vision et des objectifs. Deuxièmement, identifier les attentes des utilisateurs et des usagers. Troisièmement, s'adapter aux facteurs humains, extrêmement important. Les 3 clés suivantes permettent l'implémentation de solutions. Donc, finalement, une méthodologie que nous allons exposer, parce qu'elle ne sert pas de déployer des outils comme nous l'avons vu, mais finalement déployer les bons outils. Ensuite, concevoir avec les composants logiciels existants une solution. Et finalement, faciliter
l'adoption des outils de collaboration digitale avec un accompagnement au changement. Donc, première clé, la vision et les objectifs. Comme je vous l'ai dit, finalement, avec cette synergie, nous, on parle plutôt d'une hybridation digitale. C'est-à-dire que ce n'est pas des solutions qui sont entièrement digitales ou entièrement humaines. C'est-à-dire que vos usagers s'attendent à ce que votre organisation offre une complémentarité, à la fois avec des outils digitaux qui permettent, eux, une réponse très rapide à des demandes qui sont parfaitement standardisées, très bons dans la répétition, et d'autre part, des collaborateurs qui offrent à vos usagers une réponse agile à des besoins qui sont extrêmement variés. Et c'est cette complémentarité qui fait cette qualité de service. C'est pour ça que l'on parle de synergie. Donc finalement, la vision, et quand on définit les objectifs par rapport à ce qu'on souhaite faire comme processus de collaboration digitale, il faut toujours penser à une synergie. Ce n'est pas les solutions digitales qui vont répondre à vos processus, ni les individus, mais les deux ensemble. Les usagers, les utilisateurs, eux, ils ont l'habitude d'interagir avec agilité et efficacité. Les systèmes, eux, donc les tâches automatisées, apportent une qualité dans la répétition des tâches et une diminution des coûts. Donc finalement, la synergie, c'est des échanges humains lorsqu'ils sont créateurs de valeur, par exemple parce qu'ils permettent l'agilité, et supportés par des systèmes informatiques. Pour pouvoir voir où vous en êtes déjà par rapport aux objectifs de l'établissement de solutions de collaboration digitale, on commence par un audit de maturité dans la transformation digitale. Où est-ce que vous en êtes? Il faut savoir quel est l'état de l'art. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ces outils? Les outils peuvent être catégorisés, ou les processus liés à la transformation digitale peuvent être catégorisés en 6 parties. Finalement, les outils qui permettent la collaboration, donc travailler ensemble pour un objectif commun, ou les outils qui permettent la communication, donc finalement déployer de l'information ou permettre aux gens de la transférer d'une personne à une autre, des outils qui permettent de supporter les communautés, c'est-à-dire des gens qui ne travailleraient pas normalement ensemble parce qu'ils ne sont pas dans le même service, mais qui finalement en tant que communauté ont les mêmes besoins, les outils qui permettent la recherche d'informations, retrouver facilement où est l'information qui fait autorité, les processus d'affaires, donc ceux qui sont vraiment vos workflows d'affaires et qui vous créent de la valeur dans votre entreprise, et les outils qui permettent le management du contenu, par exemple le cycle de vie, quand est-ce que le contenu devient archivé, quand est-ce qu'il doit être remplacé ou amélioré. Dans les audits que nous faisons donc les audits sur la transformation digitale d'un point de vue fonctionnel, mais aussi par rapport au support à la transformation digitale. Quand j'entends les supports, c'est finalement pour mettre en place ces systèmes, vous avez besoin d'une customisation, de développement, et que ce soit avec des outils qui sont dits out of the box, ou finalement jusqu'à un développement qui vous est clé et qui est juste développé pour vous, vous avez besoin de développeurs et vous avez besoin de gens qui puissent supporter ça. Pareil, finalement, il y a besoin d'un personnel qui permet de soutenir ce système digitalisé et aussi de former les utilisateurs. C'est pour cela que, finalement, c'est le rôle du consultant auditeur qui, lui, va vous réaliser, finalement, cet audit avec, comme je l'ai montré en rouge, une maturité qui est actuelle et va définir avec vous, va vous conseiller par rapport à vos objectifs, un objectif de maturité sur les différents process et sur les différents éléments de support de la transformation digitale. La deuxième clé, une fois qu'on a cette vision et ces objectifs, c'est de bien comprendre les attentes des usagers et des utilisateurs. Comme je l'ai dit, les usagers sont externes à votre organisation. Ils attendent un service. Ils attendent un service avec une interaction qui est simple et rapide. Et finalement, ils ne souhaitent pas 36 choses. Ils souhaitent une réponse à un besoin qui est précis. Les utilisateurs, eux, qui sont internes à votre organisation, comme vos collaborateurs,
Eux, ils gèrent un ensemble de relations avec des usagers et aussi d'autres utilisateurs. Ils ont aussi besoin d'un système qui est simple, mais qui, lui, est orienté sur les tâches qu'ils ont à réaliser, c'est-à-dire plusieurs types de tâches, et aussi qui permet de prendre en compte un grand nombre d'informations, traiter les tâches dans leur ensemble et pas dans leur atomicité. Vous imaginez bien que les interfaces graphiques entre les utilisateurs et les usagers ne sont donc pas les mêmes. Les utilisateurs internes à votre entreprise, finalement, vous en avez beaucoup. Et c'est pour ça que nous, on en définit des grandes typologies afin d'avoir une meilleure compréhension de leurs différents besoins et de les accompagner dans leurs changements. Pour pouvoir définir les typologies d'utilisateurs, finalement, vous avez vos organigrammes qui expliquent les différents métiers de l'entreprise. Ça, c'est une source d'information. On a une équipe de projet qui agit comme comité directeur, qui lui aussi peut guider et exprimer quelles sont les différentes typologies d'utilisateurs. Et en dernier lieu, afin de vraiment les connaître, on aime réaliser ce qu'on appelle une enquête qui permet une prise de connaissance de tous les profils, vraiment le détail, quel est leur besoin et autres. Ça, c'est avant même de démarrer le projet pour avoir les différents types d'utilisateurs. Tout ceci est réalisé par finalement un de nos business analysts qui va créer les personas de vos usagers et aussi identifier les différents groupes d'utilisateurs avec leurs besoins. La troisième clé est finalement le facteur humain. Dans une collaboration digitale, les systèmes informatiques, eux, ils aiment discuter entre eux, ça va très bien. Les humains, ils aiment discuter entre eux aussi. Mais les humains avec les systèmes informatiques, c'est là qu'il va falloir faire attention. C'est pour ça qu'on a une grande attention au facteur humain. Finalement, pour le prendre en compte, c'est toujours placer dans les réflexions l'utilisateur au centre. Avec Inext, on met toujours l'utilisateur, son expérience en premier. C'est ça que l'on définit avant les technologies. Vous l'aurez compris, finalement, ce n'est pas de choisir et de pousser des technologies qui font que votre solution de collaboration digitale va fonctionner. C'est finalement de faire une solution qui s'adapte à une expérience utilisateur qui est correcte. Donc, toujours placer l'utilisateur au centre. Aussi, entre les utilisateurs, chacun a son niveau et son besoin. Il est nécessaire de s'adapter à chacun. Comme vous pouvez le voir, finalement, là, je vous ai mis la courbe de diffusion de l'innovation qui nous dit très justement que certaines personnes sont dans le groupe des novateurs. Les personnes qui sont dans ce groupe sont finalement, par exemple, ceux qui ont acheté une télévision haute définition alors qu'il n'y avait même pas de contenu haute définition. Ils sont prêts à essuyer les plâtres. Ils veulent que la technologie existe. Ils vont la promouvoir. Eux seront toujours satisfaits du moment que cela avance. Ensuite, nous avons les premiers adoptants. Les premiers adoptants, finalement, sont prêts à tester les premières versions. Eux, ils écoutent les novateurs. Quand les novateurs disent « Regarde, qu'est-ce que ça fait? J'ai réussi à lancer une tâche avec le système de collaboration », eux vont se joindre tout de suite. Ils ne vont pas forcément vouloir essuyer tous les plâtres, mais ils sont prêts à essayer des premières versions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la majorité précoce. Et c'est là que ça devient intéressant. La majorité précoce, elle, attend qu'un certain groupe de personnes soit déjà satisfaite. Mais elle n'est pas capable d'écouter les novateurs. Elle a besoin d'avoir les premiers adoptants qui leur parlent. Et c'est pour ça que finalement, on s'adapte à chacun et chacun a un rôle différent. Nous avons ensuite la majorité tardive qui attend que plus de la moitié des utilisateurs soient satisfaits avant de pouvoir rentrer dans le système. Et la garde qui, eux, ne rentrera que quand on les obligera, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'autres besoins. Ce que l'on veut dire par ça, c'est que quand on fait un projet de création de solutions digitales, on identifie les personnes pour pouvoir éviter d'avoir des gens qui ne sont pas dans une étape par rapport à ce système-là, pour prêts à accepter. Par exemple, ne pas prendre des gens qui seraient dans la majorité tardive en tant que dans le groupe pilote, où là où nous avons besoin des novateurs.
Les novateurs constituent ce qu'on appelle l'équipe pilote. Il est important d'avoir une bonne sélection. Cette équipe pilote a un rôle de promotion du changement. Elle va créer finalement les solutions, co-créer les solutions avec nous, mais il est important de très bien les choisir. Pour les choisir, finalement, il y a quelques recettes. On peut prendre des personnes qui sont de différentes équipes et qui représentent le besoin à couvrir. Il faut faire attention au profil des personnes, que ce soit des personnes qui sont impliquées, communicantes, qui peuvent se dégager du temps et qui font partie du groupe des novateurs. Et aussi, il faut faire attention à que l'équipe soit solide. Par solide, j'entends que quand il y a par exemple des absences ou des réorganisations internes ou des nouveaux projets, qu'on ait quand même une équipe pilote qui soit suffisamment grande pour pouvoir créer finalement cette inertie au changement. Maintenant, nous allons rentrer dans les 3 dernières clés qui sont les clés qui permettent l'implémentation d'une solution. Par la méthode, technologie mise à part, ici vous l'aurez bien compris, on ne va pas parler de beaucoup de technologie parce que c'est quelque chose qu'on fait, entre guillemets, ensemble pendant les projets. Mais notre méthode est tout d'abord, vous l'aurez compris, l'identification. L'identification et la priorisation des processus à transformer. Ensuite, définir une expérience utilisateur qui soit adaptée, la concevoir, basée sur finalement les intentions, les objectifs à atteindre. Et dernièrement, tout au long de notre méthode, c'est la gestion du changement, l'accompagnement du changement pour une transition en souplesse. Donc la première étape de notre méthode, qui est l'identification. Pour identifier les cas d'usage, on peut avoir 3 sources. Finalement, l'équipe IT existante, qui nous permet de découvrir l'environnement digital actuel. Aussi, connaître vos spécificités. La deuxième source d'information, c'est l'équipe projet, les stakeholders du projet, qui, eux, peuvent nous lister les cas d'usage par process et par profil. Et ensuite, c'est l'équipe pilote, avec laquelle on organise des workshops pour que, finalement, préciser les sujets et les cas d'usage à traiter. Il est important d'avoir une équipe pilote qui est relativement large, qui nous permet finalement de couvrir l'ensemble des cas d'usage. Ensuite, quand on arrive à une liste de cas d'usage, il nous arrive très fréquemment qu'elle soit grande, très grande, mais il faut savoir la prioriser. Quel cas d'usage traiter en premier? Pour ça, nous utilisons finalement une formule mathématique très simple qui est la portée, c'est-à-dire le nombre d'usagers et d'utilisateurs concernés, multiplié par l'impact, c'est-à-dire l'effet positif sur l'atteinte de leurs objectifs, divisé par l'effort, l'investissement nécessaire à la digitalisation du processus ou du cas d'usage. Ensuite vient la conception de l'expérience utilisateur. Vous l'aurez compris, on s'oriente vers des processus qui sont hybrides, qui permettent aux usagers de communiquer soit avec des collaborateurs, soit avec des systèmes automatisés, et aux collaborateurs de communiquer soit avec d'autres collaborateurs, soit avec des systèmes automatisés, soit avec les usagers. L'expérience utilisateur doit s'adapter à cela. Finalement, pour chacune des flèches que vous voyez ici, d'un petit axe, on a une interface utilisateur qui est différente, ou en tout cas qui est vérifiée, travaillée. Même si nous sommes spécialisés dans les solutions Microsoft, Steve Jobs nous a appris comment faire une expérience utilisateur et une expérience client de bonne qualité. C'est des principes que l'on garde toujours en tête. Une expérience utilisateur doit être pertinente, répondre à un besoin. Elle doit être simple, elle doit être fiable. C'est-à-dire, par exemple, toujours se répéter de la même manière quand on appuie sur un bouton, on est absolument sûr de qu'est-ce qu'il va faire, quelle est l'étape ensuite. Elle doit être commode à utiliser et quelque part, elle doit rester belle.
Comme je vous l'ai dit, dans notre méthode, la gestion du changement arrive tout au long. C'est quelque chose que l'on prend très au sérieux et qu'il faut vraiment appliquer. On n'invente pas la roue, on utilise des méthodes qui nous ont supportés depuis les dernières décennies. Par exemple, ici, la méthode de John Pitt-Cotter pour la gestion du changement en 8 étapes, qui nous permet d'être absolument certain que le changement va être initié, accepté et itéré dans l'entreprise. La cinquième clé, c'est finalement les composants logiciels que l'on peut mettre en place pour faire cette collaboration digitale. Notre approche pour faire des solutions de collaboration digitale n'est pas de réinventer la roue. Étant expert de solutions Microsoft, je vous ai présenté ici finalement un éventail des solutions, des composants que Microsoft nous livre qui vous permet de créer des solutions. Peut-être vous avez déjà des abonnements à Microsoft 365 avec vos entreprises. Vous avez accès à un ensemble de technologies qui permet d'assembler et d'intégrer des briques qui sont faites pour être généralistes, mais dans une solution qui peut être spécifique aux besoins et aux cas d'utilisation à traiter. Je vous conseille quelques technologies que vous utilisiez comme composants de collaboration, d'avoir des experts qui vous permettent de créer des bonnes intégrations. Les experts vont pouvoir vous créer une architecture d'une solution de collaboration digitale. Comme vous l'avez compris, on est commencé par l'utilisateur, les cas d'utilisation, et ensuite vient l'architecture. Pas dans l'autre sens. Se comporte finalement d'un assemblage des différentes briques. Vous pouvez voir à gauche finalement des interactions entre différentes briques logicielles, ici présentées des classiques de chez Microsoft, où nous, on va vous créer des workflows, on va faire attention aux événements déclencheurs des différents workflows, à l'orchestration de ceux-ci, et surtout développer une intégration pour qu'ils puissent fonctionner ensemble comme un seul système, tel des briques de Lego qui deviennent le beau camion de pompier. Pour cela, vous aurez besoin d'un architecte, tel que ici, un de nos consultants, qui est spécialisé dans le design de solutions logicielles et qui va rentrer dans toutes les interfaces pour pouvoir vous faire une solution qui exploite les briques logicielles déjà livrées. Cela vous permet d'avoir quelque chose de stable et aussi beaucoup moins coûteux et plus facile à maintenir qu'une solution qui serait développée de manière custom. C'est aussi beaucoup plus adapté à votre besoin. Quand on prend un ensemble de briques et qu'on les assemble telles qu'on veut, c'est bien mieux que de prendre un système tout fait qui ne vous convient pas forcément, qui là serait plutôt un technologie push. Ici, non, on conçoit une solution qui est adaptée à vos besoins. C'est pour ça que le profil d'architecte est extrêmement important. Ensuite, par rapport à cette cinquième clé que sont les composants logiciels, une fois qu'on a créé la solution, il est très important de la tester et d'itérer. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? On ne va pas tester des petites fonctionnalités logicielles, on va tester les cas d'utilisation, du début jusqu'à la fin, avec l'équipe pilote. Vous vous souvenez, ceux qui sont à même de prendre des petits défauts et de vouloir itérer, ils veulent s'investir. On va donc tester les interactions hybrides pour les cas d'utilisation qui ont été choisis et développés. La dernière clé pour l'accompagnement est finalement l'accompagnement du changement. Une fois que nous avons les solutions qui sont mises en place, il nous faut enseigner les cas d'usage, c'est-à-dire mettre en place des systèmes ou des outils, des forums qui nous permettent de passer l'information des bonnes utilisations aux utilisateurs. Pour pouvoir passer cette information, la première étape, c'est de la définir. Donc finalement, écrire les bonnes pratiques en lien avec les cas d'usage. Il faut permettre aux utilisateurs futurs de s'entraîner pour cela
on crée un bac à sable, c'est-à-dire un système qui n'est pas le système final, mais un système pour une salle de classe et dans lequel on peut tout essayer sans impact, pas grave. À la fin de la formation, on nettoie et on recommence. Et aussi, pour enseigner les cas d'usage, il faut les présenter à l'équipe pilote afin qu'ils puissent bien comprendre comment cela fonctionne et qu'ils comprennent leur rôle de formateur pour aller plus loin avec l'ensemble des équipes qui vont l'utiliser. L'objectif, c'est l'adhésion de l'équipe pilote aux nouvelles pratiques afin qu'ils puissent les promouvoir. L'équipe pilote agit comme des référents, c'est-à-dire qu'il faut leur expliquer leur rôle de communicant, qu'ils doivent communiquer, exprimer qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien, quelles sont les limites actuelles aussi des systèmes, quelles sont les évolutions à venir aux différents groupes. Pareil, le premier groupe de premiers adoptants, on leur explique leur rôle, c'est-à-dire que c'est à eux d'aller le promouvoir à la majorité. Pour pouvoir avoir l'accompagnement, il est nécessaire d'avoir des formateurs. Le rôle de formateur est clé. C'est un rôle que chez Inext, on aime proposer parce qu'on voit l'impact. Quand vous avez quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise et qui vient supporter, les gens se sentent en confiance. Ça permet de faciliter et d'accompagner. Ça permet de déployer les bonnes pratiques. Le formateur va mettre ce qu'on appelle en place un espace d'adoption utilisateur où les utilisateurs vont pouvoir retrouver toutes les bonnes pratiques, des guides, des FAQ. Il va réaliser aussi des formations qui sont en groupe, avec au moins dans chaque groupe une personne de l'équipe pilote pour que le groupe comprenne qu'il y a un référent qui reste dans l'entreprise. Et enfin, le formateur va accompagner chacun des utilisateurs dans un support fonctionnel, c'est-à-dire dans son métier. Ce n'est pas une formation de comment est-ce qu'on utilise Microsoft Teams ou comment est-ce qu'on utilise OneDrive, c'est comment est-ce qu'on utilise Teams dans le cas d'utilisation pour réaliser tel processus qui est le métier de la personne. Ensuite, on peut proposer ce qu'on appelle des supports étendus. Après cette phase de formation de premier déploiement, avoir un support fonctionnel qui est permanent aux utilisateurs, par exemple avec une de nos équipes qui permet du helpdesk 24/7. Des contenus de formation et d'auto-formation, des enquêtes de satisfaction qui permettent d'itérer sur les prochaines solutions, et aussi une mise à jour en contenu et une extension des bonnes pratiques. Nous arrivons donc à la fin avec les 6 clés que nous avons évoquées. Les clés sont donc définir une vision et des objectifs, bien prendre en compte les attentes des usagers et des utilisateurs, prendre en compte le facteur humain avant tout, avant la technologie, avoir une méthode pour le projet de mise en place de solutions de collaboration digitale, assembler des composants logiciels de manière cohérente par rapport à ce qui a été identifié comme besoin et accompagner ce changement au sein de l'entreprise. Ne pas simplement laisser les outils et espérer que les utilisateurs en profitent et sachent les utiliser. Donc nous arrivons à la fin de la présentation où nous allons pouvoir avoir les questions et les réponses. J'espère que vous avez apprécié finalement notre expérience dans les solutions collaboratives et le développement logiciel et que vous saurez nous recontacter si vous avez donc besoin de consultants, analystes, architectes, formateurs, développeurs ou helpdesk. Merci à tous. Donc vous avez le chat en bas pour si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre contact avec nous. Ou si vous souhaitez revenir pour avoir plus de détails sur certains slides. Donc, le chat est ici.
Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est nous décrire un petit peu quelles sont vos attentes par rapport à la session d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit? Par exemple, est-ce que vous avez des solutions de collaboration digitale? Est-ce que vous en êtes sorti? Quelle est votre expérience avec? Et qu'est-ce que finalement vous attendez pour le futur de solutions de collaboration digitale? Donc, merci Estelle pour le... Je vois que vous avez apprécié notre chose. Donc, par exemple, quelles sont les solutions classiques que nous, les questions classiques que nous avons? La question classique que nous avons est: quel est l'outil clé en main qui nous permet de collaborer ensemble? Vous l'aurez compris au travers de cette présentation, pour nous, il n'y a pas d'outil clé en main. Vous pouvez prendre la meilleure application avec le meilleur marketing qu'il soit autour de cette application, qu'elle va vous dire qu'elle vous fait tout. Finalement, l'application restera généraliste, restera pour un ensemble de cas d'usage. Même si elle peut agir comme un seul et unique composant logiciel qui ferait le travail, l'application elle-même ne va ni faire l'accompagnement utilisateur, ni s'auto-supporter. Vous vous souvenez, dans l'audit principal que l'on fait dès le début, on vérifie la maturité. Il est très fréquent qu'on ait des clients qui arrivent et ils nous disent « Oui, voilà, nous avons mis telle application en place, mais en fait, il n'y a personne qui la maîtrise. Il n'y a personne qui est capable de la backuper, il n'y a personne qui est capable de la mettre à jour, il n'y a personne qui est référent pour les utilisateurs. » Et puis après, on entend les remarques qui nous disent « Ah oui, mais il y a quelques utilisateurs qui l'utilisent, mais pas tout le monde. » Comment faisons-nous? Justement, c'est cette phase en amont de réflexion, de création de cas d'utilisation, d'accompagnement des utilisateurs sur ces cas d'utilisation qui fait qu'on peut adopter des composants logiciels. C'est la clé principale. Une deuxième question qui nous arrive très fréquemment, on a beaucoup de clients qui nous sont revenus ici, qui viennent nous voir parce qu'on est spécialiste Microsoft, ils ont déployé l'intégralité des outils Microsoft, et ils nous disent: maintenant, comment est-ce qu'on fait pour gérer l'information? J'ai de l'information, elle est dans Teams, elle est dans SharePoint, elle est dans mon système de fichiers, je ne sais plus où elle est. Comment est-ce que je fais pour gérer le cycle de vie de l'information? Le cycle de vie de l'information, c'est quand est-ce que l'information elle est autoritaire, où est-ce qu'elle est autoritaire, quand est-ce qu'elle devient invalide. Nous avons de nombreux projets qui finalement permettent l'archivage de l'information. On pourrait dire, dans votre entreprise, vous créez des projets pour des clients. Fonctionnez en mode projet. Donc, c'est-à-dire que dans le cycle de vie, vous avez, une fois que la vente est initiée, vous créez un espace projet dans lequel les personnes vont pouvoir travailler, vont pouvoir être organisées, tel qu'on peut le définir via des bonnes pratiques. Et ensuite vient la partie support de ce projet, c'est-à-dire que ce projet ne va plus vivre de la même manière d'un point de vue conception, mais va pouvoir être prêt à être packagé, envoyé, archivé ensemble, envoyé à votre client. Et en dernier lieu, ça vous permet finalement de mettre ensemble tous les documents qui permettent de les archiver et de enlever le projet d'une visibilité première dans votre système de collaboration. Vous ne souhaitez pas avoir, à chaque fois que vous ouvrez un de vos systèmes, les 200 projets qui ont été réalisés les 4 dernières années. Non, vous voulez ceux qui sont courants. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer le cycle de vie de l'information. Avec tous les outils qu'on a, on est tout à fait capable de le faire. Mais comment le faire dépend de votre utilisation des outils et de vos processus. Donc voici les 2 questions que nous avons qui sont, somme toute, classiques et que nous revoyons. Je vais donc vous quitter dans quelques secondes. N'hésitez pas à nous recontacter. Nous ferons un plaisir de répondre à vos besoins, de vous offrir notre compétence dans vos systèmes de collaboration. Merci.